Corps à corps à corps. Et pour ce corps à corps, on change de pays. On va s'intéresser à ce qui s'est passé de l'autre côté du Rhin, chez nos amis allemands. Ils étaient hier invités à aller voter dans ces élections fédérales anticipées. Et sans trop de surprise par rapport à ce qui avait été annoncé dans les sondages. D'ailleurs, on est à peu près vraiment dans les sondages qui avaient été annoncés. C'est le centre droit qui s'est imposé avec environ 30% des voix. Puis l'AfD qui réalise un score historique, 20% des voix pour l'AfD. Donc les deux partis de droite pèsent à eux quasiment 50% des votes. Mais immédiatement, le chancelier Friedrich Merz, homme fort donc de la CDU, a déjà rappelé qu'il était hors de question d'intégrer l'extrême droite dans le gouvernement, attendez l'AfD, ce qui obligerait à composer avec d'autres partis, etc. Donc, tout porte à croire que cette coalition aura, comme la précédente, des conflits internes, des épisodes chaotiques à l'heure où l'Allemagne, eh bien, je le rappelle, connaît elle aussi des problèmes d'attentats, des problèmes sécuritaires graves, des problèmes également économiques, migratoires. Bref, on veut aussi, nous, savoir ce que ça va changer, ces élections. Euh, on l'a dit pour l'Allemagne, mais surtout pour l'Europe et pour la France. Et pour en parler, je suis très heureuse d'accueillir Alain Falento et Thibaut Gibelin. Bonjour Thibaut Gibelin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, diplômé en histoire et en sciences politiques, enseignant au Matthias Corvinus Collegium de Budapest, auteur de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne aux éditions Fauve, et encore préfacé la traduction française de Comprendre la stratégie hongroise de Balázs Orban aux éditions de la Nouvelle Librairie. Nous sommes également avec Alain Falento. Bonjour Alain Falento. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Entrepreneur, conseiller économique en Allemagne et auteur de 30 ans après Maastricht, sortir de l'Europe aux éditions Riposte laïque ou encore Frexit, tout va bien se passer aux éditions Résistance républicaine. Alors, je vais commencer avec vous, Alain Falento, puisque vous êtes sur place. D'abord, quelle ambiance depuis? Quels sont peut-être les titres de la presse et comment réagissent les Allemands à ces élections? Revenu dans ma patrie, mais pour quelques jours. Mais oui, la presse, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme chez nous, on essaye de nous expliquer on essaye de qualifier les électeurs de l'AfD de peu éduqués. Vous voyez, c'est la technique habituelle. Ils sont pas allés à l'université, donc ils ont nécessairement mal voté. Ah oui. Mais voilà, c'est ça l'ambiance qui règne. Mais moi, par contre, ce que je vois d'extrêmement inquiétant et que je n'entends pas beaucoup, c'est le score de l'extrême gauche, en fait, en Allemagne. Puisque si vous ajoutez, je veux dire, Die Linke, et puis son extension de Sarah Wagenknecht, vous obtenez quand même quelque chose comme 15% des votes pour l'extrême gauche. Et ça, Ah oui, personne n'en et parle vraiment. c'est intéressant parce que finalement, il y a quand même un rapprochement aussi avec les élections et avec les couleurs françaises, on va dire, politiques. Oui, à considérer qu'on puisse comparer l'AfD et le Rassemblement national, Oui. qui sont dans des stratégies très différentes. L'AfD cultive disons, une image extrémiste, si vous voulez, volontairement. Oui. Ils ne peuvent pas ignorer que les affiches qu'ils utilisent sont clivantes. Donc, alors que le Rassemblement national est plus dans une stratégie de normalisation. Ah oui, tout à fait, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Thibaut Gibelin, d'abord, première réaction donc à ces élections allemandes et notamment à cette grande percée de l'AfD. Qu'est-ce que, pour vous, ça va changer d'abord pour les Allemands et puis pour nous? Ouais, c'est vrai que l'AfD double son score par rapport aux élections de 2021. C'est quand même quelque chose d'énorme. Et ça arrive dans un moment où tout un mur de politiquement correct se casse la figure, hein. Et le soutien affiché d'Elon Musk Oui, à l'AfD, le fait que J.D. Vance ait accordé un entretien à Alice Weidel, la tête de liste de l'AfD en marge de la conférence de sécurité de Munich, démontre que ce qui était impensable est maintenant de l'ordre du possible. Ensuite, il faut vraiment prendre les choses avec une perspective large. L'Allemagne est un pays pulvérisé sur le plan spirituel et elle est sous occupation militaire depuis 80 ans. C'est donc un véritable cadavre où, soyons optimistes, c'est quelque chose dans le coma. Et là, on a un petit signal de vie. Parce que finalement, 80% du spectre politique vote pour répéter la même chose, hein, puisque malheureusement, enfin, il n'y a que l'AfD qui a un discours, comme le disait Alain Falinto, qui est disruptif, qui est radical, qui est ouvertement une volonté de tourner la page. Pour mmh, les autres, c'est
accommoder. Bah, l'extrême gauche, elle doit être aussi de son bord politique à elle, dans une volonté disruptive. Un peu sur une ligne de Mélenchon, vous voyez, Oui. mais il s'agit d'aller plus loin dans les mêmes dogmes et les mêmes réflexions incapacitantes qui détruisent, enfin qui défont l'Allemagne en tant que nation historique d'Europe. Oui. D'accord. Alors, mais justement, donc vous y voyez quoi? Vous pensez que là, il y a un petit sursaut, mais justement qu'on peut analyser du côté de la droite et du côté de la gauche, avec un écroulement des centres ou veut dire du monde, enfin un écroulement, en tout cas une confirmation d'une descente du système actuel. Qu'est-ce que ça peut entraîner pour le reste de l'Europe? Qu'est-ce que ça peut entraîner par effet de chaîne aussi, Alain Falento? J'abonde dans votre sens. Il faut quand même remarquer que 75% des Allemands ont voté pour la perpétuation du système. D'accord, Ouais. excepté l'AfD et le BSV, la gauche, l'extrême gauche, mais anti-immigrationniste, 75% des Allemands ont voté pour la continuation du système immigrationniste. Ça, y a pas, donc il y a un petit sursaut, mais ce ne sera pas suffisant. Alors, quant aux conséquences pour l'Union européenne, disons, ils sont tous d'accord, que ce soit le SPD ou le CDU-CSU, ils sont tous d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire la perpétuation du modèle industriel exportateur allemand. Ouais. La différence qu'il va y avoir, selon moi, c'est que c'est une différence d'aspect et de méthode. Si vous voulez, autant Olaf Scholz ressemble un peu à, je ne sais pas si vous vous souvenez de Herman Van Rompuy, si vous vous souvenez un petit peu, celui qui avait été trié par Farage. C'est un peu une caricature de petit comptable terne. Autant celui-là, Merz, déjà physiquement, il est très différent. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui fait près de 2 mètres, qui a une certaine brutalité dans le discours. Donc, il affiche une volonté de reprendre en main l'agenda européen. Et ça peut se comprendre parce que, si vous voulez, Madame von der Leyen, il ne faut pas oublier, disons, a des velléités de voler de ses propres ailes. Et Bruxelles commence par ses actions à devenir un problème pour la prospérité allemande. Madame von der Leyen, je vous le rappelle, est un déchet politique allemand toxique, Oui, hein, oui. dont Merkel ne savait plus quoi faire. Donc on l'a envoyé à la déchetterie voilà, Enfin, une déchetterie qui coûte cher à l'Europe, quand Oui, même. ça coûte cher, mais Ouais. c'est une déchetterie pour déchets politiques nationaux. Et le problème, c'est elle a des velléités de diriger. Et elle commence très sincèrement à poser problème sur un certain nombre de sujets, comme par exemple le CSRD, vous savez, cette espèce de création des lobbies des consultants, de reporting extra-financier qui va plomber l'industrie européenne. Et donc, Merz veut reprendre la main sur l'agenda européen. Oui. Oui, parce qu'en plus, oui, oui, c'est ça. Il y a eu depuis un petit moment un effritement entre les 2 de relations et cetera, donc il y a comme une petite guerre, on va dire, entre les 2, et ce serait l'occasion de montrer aussi, personnellement, qu'il reprend la main sur ce sujet-là. Mais non, mais c'est intéressant parce que justement, pourquoi ça nous concerne nous? Il y a évidemment en quoi, par effet éventuellement de chaîne, ça peut influencer la France, mais il y a surtout ce que ça va changer au niveau européen. Et ce qui est intéressant, c'est on voit pour le moment une Allemagne qui fait de l'entrisme dans cette Union européenne, comme on le voit avec Ursula von der Leyen, et qui joue à un jeu ultra pro, enfin néolibéral. Il y a un jeu qui n'existe plus aux États-Unis. C'est-à-dire qu'avant, l'Europe venait finalement être à la botte des Américains et à la botte des ordres américains sur ces sujets-là. Et désormais, l'Europe est peut-être alimentée par certaines personnalités allemandes, vient nourrir elle-même sa propre, comment dire, son propre réseau néolibéral. Est-ce que ça va dans ce sens-là, la Falento? Moi, je pense qu'ils vont jouer sur tous les tableaux, comme d'habitude, pour maintenir leur système le plus longtemps possible. Même s'ils savent qu'à terme, le système exportateur allemand va battre de l'aile, ils feront tout le nécessaire pour que ça continue encore quelques secondes, monsieur le bourreau. S'ils peuvent réparer le Nord Stream et récupérer le gaz russe, ils le feront. Oui. En attendant, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui va se passer avec les États-Unis, parce que pour éviter une guerre tarifaire, la tentation est grande de reprendre les négociations sur le traité transatlantique. D'ailleurs, j'en ai parlé sur votre antenne lundi dernier. D'ailleurs, et il y a quelques jours, un des responsables du patronat allemand a dit qu'il fallait s'orienter vers cette voie.
Et donc, pour nous, ça va avoir des conséquences désastreuses parce que l'idée qui est derrière ça, c'est de sacrifier quelque chose pour conserver leur capacité exportatrice. Et donc, ce qu'ils vont sacrifier, ce sera l'agriculture française, donc en priorité, Oui, en ce qu'il en reste en tout cas. oui, c'est ça, parce qu'elle est déjà pas mal sacrifiée. Donc il y a de quoi s'inquiéter en effet, finalement, avec aussi ce Friedrich Merz. Et autre sujet, là je me tourne plutôt du côté de Thibaut Giblan, parce que ça vous concerne plus directement. C'est un tweet de Viktor Orban du 18 février dernier qui a écrit « Attention », traduction française, hein, « Attention, nos craintes se sont confirmées. Le réseau d'ONG mondialistes libérales Soros s'est réfugié à Bruxelles après que le président Trump a porté un coup dur à leurs activités aux États-Unis. Aujourd'hui, 63 d'entre elles demandent de l'argent à Bruxelles. Donc, sous couvert de divers projets de défense des droits de l'homme, cela n'arrivera pas. Nous ne les laisserons pas trouver refuge en Europe. Les dossiers de l'USAID ont révélé les sombres pratiques du réseau mondialiste. Nous ne mordrons plus à l'hameçon. » Donc, on voit encore une fois cette image d'une Europe qui deviendrait finalement le dernier refuge du progressisme néolibéral, à contre-courant d'ailleurs de ce qui se passe aux États-Unis. Et on voit tout ce renforcement et peut-être aussi ces élites européennes et notamment allemandes fuir et s'installer à Bruxelles. Et bon, là, pour le moment, Viktor Orban s'est fait écho en effet de cette alerte. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça peut faire pour la France et pour l'Allemagne d'ailleurs, mais pour la France, parlons-en. Bien sûr que ces réseaux sont chez eux à Bruxelles. Mais ils le sont depuis très longtemps et peut-être en fait depuis la création, puisque qu'est-ce que c'est Bruxelles? C'est le QG de l'occupation américaine en Europe. Oui. C'est le pôle de l'OTAN, c'est aussi la Commission européenne, etc. C'est plus marqué déjà en 2016, quand Donald Trump remporte une première fois les élections. Il y a un phénomène de repli comme ça, et en effet, les machines à vote Dominion étaient en Allemagne pour les élections aux résultats étonnants de 2020. Désormais, ça c'est quelque chose d'assez important à noter, c'est que la puissance en Europe, elle est entre Berlin et Paris. Là, avec l'affaiblissement dramatique de la France, avec que Macron en fait depuis 2017, et la perte de vitesse considérable de l'Allemagne, le vide est rempli, que la nature a horreur du vide. Et c'est rempli par Bruxelles, qui n'est que le relais des intérêts globalistes américains, et qui se servent pour muscler un petit peu cette coquille vide bruxelloise des Baltes et des Polonais, Oui. qui servent vraiment je dirais, Chair fraîche. ouais, oui, c'est exactement ça, c'est vraiment ça. Et donc l'Allemagne, même dans le système, comme Friedrich Merz en est évidemment quelque chose d'assez caricatural. Il a quand même été pendant des années le représentant de BlackRock en Allemagne. Et la HSBC, oui. Ouais, et donc, c'est évidemment pas de la PME familiale allemande. Et la situation à laquelle il est confronté, c'est que c'est pas l'intérêt national allemand qui prévaut, c'est un chaos désordonné de réseaux mondialistes plutôt d'obédience américaine et qui, eux, veulent les terres rares ukrainiennes, veulent écouler le complexe militaire-industriel américain et donc ont besoin du chaos et de la guerre en Europe. Alors que, Alain le disait très justement, le but de l'Allemagne, de tout industriel sensé, c'est de rebrancher Nord Stream, c'est de retrouver une énergie pas chère. Et de ce point de vue-là, toute l'Europe centrale est à l'unisson, enfin l'Europe centrale danubienne, j'entends, est à l'unisson avec l'Allemagne pour retrouver de la compétitivité et arrêter de crever, parce que c'est ça qui leur arrive et c'est à ce à quoi ils sont condamnés. Ensuite, il faut quand même remarquer quelque chose, c'est d'évident qui crève les yeux, c'est que si le projet de Friedrich Merz était effectivement le redressement de l'Allemagne, il s'allierait à l'AfD. Oui, alors que là, il a bien précisé qu'il ne s'allierait pas. Et donc, il se condamne à s'allier avec les Verts, qui sont, pour le coup, l'expression dans le monde, dans les partis politiques allemands, de la tendance la plus dure, la plus idéologique de ce qui se fait à Bruxelles. Oui. Alors, on a qu'est-ce vu que en ça veut Allemagne dire? l'échec des éoliennes, etc. Donc on voit bien à quel point ça tue leur productivité. Ça tue leur productivité. Et notre situation en France, c'est que l'AfD est l'expression de l'intérêt national retrouvé, de mettre l'intérêt national d'abord, comme le RN essaie de le défendre, comme Trump l'est aux États-Unis, comme Orban l'est en Hongrie. Donc il y a simplement d'abord cette question de retrouver les termes du débat. On vient autour d'une table de négociation en défendant notre intérêt national. Et c'est la base. C'est grâce à ce premier courage qui est qu'en fait on ne défend pas le bien de l'humanité, non, on défend un intérêt national.
Et ça, c'est quelque chose qui va dans le sens de nettoyer les écuries d'Augias, de l'aveuglement mondialiste, et c'est quelque chose d'éminemment positif. Donc c'est positif pour l'Allemagne et c'est positif pour la France dans la mesure où ça déclenche, comme un jeu de domino, quelque chose qui rentre dans le champ du possible, cette perspective d'intérêt national retrouvé et d'un Conseil européen qui n'est jamais que la mise en harmonie, dans la mesure du possible, des intérêts nationaux. Oui, alors on va revenir sur cette Europe qui organise finalement une forme de chaos pour se nourrir sur la bête et le dos des nations, comme vous commenciez à l'expliquer, Thibaut Gibelin. Mais avant, puisqu'on parlait des coalitions et de l'obligation de la CDU de faire alliance avec les Verts, là pour le coup, je me tourne vers Alain Falento. Les alliances, quelles sont les alliances là qui se dessinent? Pas forcé de faire une coalition avec les Verts, ils peuvent faire une coalition avec le SPD. Et ça, a priori, ça suffit pour avoir tout juste un petit peu plus de 50%, mais simplement, il ne faut pas qu'il y ait de défection. Pour avoir disons une majorité confortable, il SPD, ce sont les faudrait... socialistes, je Oui, précise. oui, là, Oui. c'est Scholz. Donc ça leur permettrait d'avoir une quinzaine de sièges au-dessus de 50%. Mais pour éviter toute forme de problème, il faudrait inclure les Verts. Et les Verts en Allemagne ne sont pas plus raisonnables que les nôtres. Il faut voir de qui on parle, déjà. Et quand on sait que, par exemple, dans le programme de la CDU, il y a quelque chose qui s'appelle Merz veut instaurer la rationalisation de la parole du gouvernement. Donc, si vous voulez, c'est que tout le monde parle que d'une seule voix. Donc ça exclut de facto les Verts, qui ont une tendance naturelle à s'exprimer sur tous les sujets et de jamais respecter la discipline gouvernementale. Oui, d'accord. Donc, et vous pensez que finalement, avec les socialistes, ils peuvent quand même fonctionner, ça peut rouler, ou ça risque d'aller d'écueil en écueil? Ces coalitions ont déjà existé Ouais. plusieurs fois. Mais de toute façon, ils sont d'accord sur l'essentiel. C'est pas comme chez nous. Vous savez, il y a quand même vu de France, quand vous regardez les débats politiques allemands, ils parviennent à peine à se contredire sur le moindre fait. Ils sont tous d'accord sur la perpétuation du modèle industriel. Mm. Il n'y a pas vraiment de conflit. C'est à la marge, un petit peu sur l'immigration, mais personne ne remet en cause l'immigration. Si vous voulez, on n'ose pas en Allemagne nommer les choses. On vous parle comme en France, d'immigration illégale, alors que le problème, c'est l'immigration tout court. Oui. Et ça, et surtout du point de vue qualitatif. Quelle immigration on veut? Et ça, ce problème n'est Il est jamais posé par posé. l'AfD. Oui, il est posé par l'AfD. Ce sont les seuls. Oui, d'accord. Les autres font semblant d'en prendre conscience. Mais étant donné que le patronat allemand est terriblement immigrationniste, eh bien les principaux partis le sont aussi, puisque c'est le patronat des grandes entreprises allemandes qui dirige. Alors évidemment, si la montée de l'AfD est explicable, on leur avait vendu, avec l'arrivée de tous les Syriens et les Irakiens, on leur avait vendu des centaines de milliers de dentistes spécialisés, d'ingénieurs en physique quantique qui allaient alimenter l'industrie allemande, et en fait, il s'avère que c'est pas le cas. Et donc, ils ont un taux de chômage assez important, ils s'intègrent pas bien du tout. Et la vérité, c'est que ça commence à se voir. Mais simplement, il est certain que la CDU ou la coalition ne fera rien du tout pour remédier à ça. Et d'ailleurs, de toute façon, ils n'ont même pas la possibilité, puisque jusqu'à preuve du contraire, ils appartiennent encore à l'Union européenne et à la Cour européenne des droits de l'homme. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, ils ont été obligés de récupérer de force un dealer irakien, parce que même un dealer irakien a le droit à une vie familiale normale. Oui, alors ça, ce sont les décisions des cours de justice européennes. Et si chacun souhaitait avoir un homme fort à la tête de son État ou une coalition forte et souveraine, on a déjà eu ce débat plusieurs fois ici sur ce plateau, on pourrait tout de même tenter de muscler un peu nos discours, voire ne pas respecter totalement les décisions européennes. Mais je me tourne vers vous, Thibaut Gibelin, pour revenir justement sur ce sujet. C'est intéressant parce qu'en fait, vous dites, pour le moment, l'Union européenne, Bruxelles, est le berceau de ce progressisme néolibéral, de cet establishment mondialiste, qui d'ailleurs est peut-être le dernier berceau, puisqu'il est en train de quitter progressivement les Américains, enfin les États-Unis.
Et malgré tout, malgré le fait que justement la CDU soit complètement dans ce système, comme le disait Alain Falento, il peut y avoir une opposition entre les deux, entre cette Europe de Bruxelles et cette nouvelle Allemagne. Ça, c'est possible, bien sûr. Simplement, il y aura quand même un consensus entre l'intérêt bruxellois parce et l'intérêt allemand. Parce que l'Allemagne est la première bénéficiaire de ce Bien cadre sûr, européen ouais. où elle a la haute main. Donc, c'est une question d'ajustement et de rapport de force. Et peut-être que Ursula von der Leyen va être amenée à baisser d'un ton, voire de plusieurs, avec un contexte où les États-Unis la dédaignent et où la chancellerie à Berlin décidera que on a trop laissé la main à cette horde de fonctionnaires idéologisés Oui. qui font comme si ils disposaient du continent. Dont ils sont intimement convaincus. C'est un vrai problème, c'est cette question quasiment de néo-religion. Vous voyez. Mm. Alors, ensuite, il faut bien se poser la question de qu'est-ce que met en exergue une crise et comment est-ce qu'on peut y remédier. Je m'explique. Donald Trump, il a mis un terme à une époque, celle du mondialisme libéral, Oui. voilà, qui a vraiment pris son essor Qu'on dans les appellera années 90, néolibéral, ouais. et puis avec le 11 septembre comme date un peu clé. Donc ça veut dire qu'il y avait un monde américain avec ses élites, etc., en amont, et qui a repris la main sur une tendance qui a été jugée pernicieuse. Ouais. Un petit peu comme Poutine qui met un terme en 2000 Aux oligarques. aux oligarques, et donc à une situation qui a duré environ une décennie. Ouais. Là, qu'est-ce que peut faire l'Allemagne? Qu'est-ce qu'elle peut résoudre comme problème? C'est essayer de revenir sur le Wir schaffen das, l'Allemagne grande ouverte de 2014. Donc ouvert en 2014 par Merkel. Merkel, oui. Voire revenir un peu plus loin, parce que Alice Weidel, c'est ça qui l'a fait entrer en politique. Elle est entrée en politique donc à l'AfD dès 2013, dans un contexte de mécontentement sur l'euro, des problèmes budgétaires, mais très rapidement, l'AfD a pris son essor sur la question de l'immigration. Et on sait bien que Alice Weidel n'est pas quelqu'un de réactionnaire, mais c'est sur cette question du multiculturalisme dysfonctionnel qu'elle a bâti sa campagne. Et c'est ça qu'il est question de résorber. Mais sinon, l'Allemagne de 2014, elle reste. Le but, c'est de revenir au bon vieux temps. Et alors, si jamais il y a une période L'AfD historique... et cette Allemagne-là ne risquent pas de vouloir sortir de l'Union européenne, par exemple. Il y a cette deuxième étape, et c'est l'Europe de Maastricht. Et là, en effet, c'est l'équivalent européen du mondialisme américain post-guerre froide. Ça, oui, en effet, c'est quelque chose que l'Allemagne peut, mais dans une tendance aujourd'hui infime, contester et penser que l'avenir de l'Allemagne est mieux assuré en retrouvant une vraie marge de manœuvre nationale, plutôt qu'en se délayant comme ça dans l'ensemble européen. Je crois franchement que il y a l'emprise et cette espèce de quasiment je dirais de liquidation et des nations à l'intérieur de l'Europe est quand même très avancée pour l'Allemagne, et elle se prolonge, je dirais, dans les Pays-Bas, dans l'Autriche, de manière assez organique. Donc c'est quand même très compliqué d'envisager la sortie du cadre européen. L'Allemagne éventuellement le subira, mais c'est très difficile d'imaginer qu'elle en sera vraiment à l'initiative. Ouais. Ouais, d'accord. Alain Falento, pareil. Mais déjà, pour l'Allemagne, mais est-ce que, malgré tout, la montée en puissance de l'AfD peut provoquer, par effet de ricochet, justement, d'abord une tendance plus nationaliste en Europe, on va le voir au niveau des députés européens, mais également, peut-être, pourquoi pas aussi, une volonté de reprendre le pouvoir, justement, de retour à la souveraineté, voire de Frexit et autres. L'instant, parce il reste encore, et il restera encore pour bien longtemps les grands bénéficiaires Bah oui. de la structure européenne, ne serait-ce que par la devise qui est 25 à 30% trop faible pour eux. Donc ils n'ont aucun intérêt à sortir de tout ça. Et quant à la fin de la mondialisation, je dirais ils sont encore dans les premières phases du deuil, si vous voulez. Ils sont dans la phase de négociation. C'est-à-dire qu'ils pensent encore c'est possible, qu'ils vont pouvoir amadouer les États-Unis, éviter une guerre commerciale. Ils se disent que peut-être que si l'OTAN doit se terminer, ça ne va pas se terminer du jour au lendemain, puis on verra bien dans 4 ans qu'est-ce qu'il y aura à la Maison-Blanche. Ils vont pas renoncer à ça du jour au lendemain, et je pense que tous leurs discours sur la souveraineté européenne sont faits uniquement pour faire plaisir à Macron.
Par exemple, je ne les vois pas un instant mettre leur sécurité sous le parapluie nucléaire français. Enfin, écoutez, il faut quand même être un petit peu sérieux. Aucun pays digne de ce nom mettrait sa sécurité entre les mains de la France, un pays dont on parle régulièrement de la faillite. Ouais, ouais, Quand même, ouais. on en est là. Faut quand même comprendre que, vu d'Allemagne, la France, c'est pas tellement crédible. Ne serait-ce que, si vous voulez, ce qui est tout à fait normal pour nous ne l'est pas pour eux. Par exemple, en Allemagne, un ministre, il reste en fonction. A priori, il va rester pendant les 4 années. Les ministères sont toujours les mêmes. Incroyable. Hein, Ouais. chez nous, on trouve normal que des ministères disparaissent, fusionnent, que des ministres restent 3 semaines, qu'on ne les revoit plus jamais. Donc, vous voyez, et jamais ils mettront entre les mains de la France leur sécurité. Ils feront tout pour que l'OTAN dure le plus longtemps possible. Mais en fait, finalement, si je tire un peu les leçons de ce que vous êtes en train de nous expliquer tous les deux, et qu'on tire les leçons déjà de ce qui se passe aux États-Unis, on a des Américains qui disent Make America Great Again et qui va renforcer la souveraineté puis surtout l'économie américaine. Pareil pour l'Allemagne. Là, vous dites finalement leur intérêt, c'est de servir leur industrie. Retour plutôt à un centrisme allemand. Et nous, pour le coup, on est les seuls encore une fois, hein, dindon de la farce, à ne pas penser à nos propres enjeux, à nos propres économies, à nos propres intérêts. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Thibaut Giblin? Oui, en fait, la France, elle est travaillée par un surmoi universaliste très fort. Mm. On a besoin, et on a conçu l'Union européenne comme une extension de la République qui, du coup, a tendance à ne jamais cesser de croître et puis à fonder comme ça une paix perpétuelle. Bon, pour l'Allemagne, c'est un outil pour son industrie. Et Ouais, c'est ça. autant le pragmatisme allemand reste en dépit des discours, C'est ça. autant en France, alors c'est le cas pour voilà, la Macronie, qui est au pouvoir en France. Mais c'est vrai on se projette voilà, dans le dépassement de la nation, euh, précisément dans la mesure où on n'est pas capable de l'assumer, on n'est pas capable d'assumer le concret, donc on a une espèce d'idéologie floue. Et ça, c'est quelque chose qui changera quand il y aura une position politique en France qui assume vraiment hein, cette rupture. Mais là, on a un problème de mimétisme quasiment avec l'opposition nationale en France qui essaie Vous voulez de dire qu'on a une se opposition qui couler. n'assume pas? En tout cas, pas autant que les Américains pour eux, les Allemands pour eux, les Mm. Italiens pour eux, les Hongrois pour eux. Donc ça commence à faire beaucoup de monde qui est beaucoup plus dur sur la défense de son intérêt national que nous. Donc il faudra à un moment donné, en effet, l'assumer nettement. Oui, puis on voit que finalement que ça a réussi quand même, puisque l'AfD est à 20%. Alors 20%, on pourrait aussi d'ailleurs temporiser un peu ce score. À la fin, Lento, là je me tourne plus vers vous, puisque évidemment c'est un sort historique, mais on pourrait dire que par rapport aux autres partis nationalistes européens, c'est pas tant que ça. Et surtout par rapport, justement, on l'a dit tout à l'heure, au discours de J.D. Vance, au soutien d'Elon Musk. Est-ce que finalement c'est si important que ça, ce succès de l'AfD, ou est-ce qu'ils auraient pu souhaiter plus, est-ce qu'ils auraient pu imaginer plus? Et plus, ils ont quasiment doublé leur score, c'est énorme. Mais maintenant, vu le mode de fonctionnement, pour eux, c'est 50% ou rien. Mm. Hein, parce qu'ils sont, de toute façon, ils sont Ouais. toujours exclus de toute coalition. Jusqu'à ce peut-être la CDU va craquer un jour, parce qu'ils vont devenir incontournables au niveau local. Mais pour l'instant, 20% ou 30 ou 40, c'est exactement la même chose. Ouais. Ils ne pourront pas influer. Et je vais redire ce que vous venez de dire, c'est vrai, le refus au refus du réel français, il s'oppose de pragmatisme allemand. Quand vous voyez ce que propose Merz, je disais, il propose de rationaliser l'industrie de défense européenne. Il faut comprendre ce que ça signifie dans la bouche d'un Allemand. Rationaliser l'industrie de défense européenne, ça veut dire permettre à des monstres comme Rheinmetall de racheter tous les autres. Ouais. Rationaliser, ça veut dire délocaliser en Allemagne. D'accord? Donc, et ça, je suis pas certain que nos politiciens en aient bien conscience. Ou peut-être ils en ont parfaitement conscience, mais ils n'en ont que faire. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a un grand décalage entre une élite, même une élite qui fait partie du système, on va dire, allemande, mais qui pense tout de même intérêt allemand, et l'élite française qui, elle, pense alors intérêt privé ou intérêt américain ou intérêt bruxellois. Ouais, alors, puis deux choses sur la signification du score de l'AfD. Ouais. D'abord, c'est quand même plus de 10 millions de voix. Et c'est quand même une masse critique très Ouais. significative de gens ça, c'est un vrai phénomène de masse et de dissidence. Hein. Marine Le Pen avait fait au deuxième tour, je crois, de l'élection présidentielle,
dans les 12-13 millions. Vous voyez, on est quand même dans ces ordres de grandeur. Tout à fait. Donc de ce point de vue-là, Surtout, c'est fini. encore une fois, il faut voir l'opposition qui s'était installée contre l'AfD, la Exactement. presse, évidemment, tout les discours des politiques, des autres politiques. Dans un pays Ouais. extrêmement consensuel, où le consensus est quasiment totalitaire, c'est quand même très fort. Et puis l'autre aspect, c'est que la CDU rafle 40% du vote des retraités. Mais l'AfD a 37% du vote des cols bleus. Donc il y a par ailleurs un parallélisme des formes évident avec le Rassemblement national en France. Oui. C'est vraiment des électorats similaires. Et puis il y a autre chose, c'est que l'AfD écrase la concurrence dans l'Est de l'Allemagne. Il y a plus de 40% de voix pour l'AfD en Saxe. Et c'est là où il y a les lignes politiques les plus radicales. Donc, il y a un avenir politique et éventuellement aussi des questions peut-être de remise, pas de remise en cause de l'unité allemande, mais c'est quand même très significatif à quel point cette ancienne RDA est politiquement autonome et je dirais idéologiquement très émancipée. Comment vous Ça promet l'expliquez, beaucoup ça, de choses. cette émancipation, entre guillemets, de l'Est de l'Allemagne? Parce que il y a plus de 40 ans de vie séparée et le fait que quand cette république populaire tombe et qu'on arrive enfin en démocratie, c'est pas pour se faire imposer un politiquement correct tout aussi aliénant. C'est un petit peu Une autre d'ailleurs. autocratie, quoi. Oui. Oui, et c'est un petit peu le rapport qu'ont les Polonais et les Hongrois au politiquement correct occidental, c'est que c'est pas ça la liberté qu'on leur avait vendue. Hein. Et oui, de ce point de vue-là, l'Allemagne de l'Est a quand même des ressorts politiques qui sont intéressants et qui peut-être prendront dans des crises à venir une tournure historique, hein, puisque on est quand même au cœur d'une décennie particulièrement charnière. Ah bah ça c'est clair et net. Ouais, donc en fait, on a une Europe de l'Est, une ancienne RDA qui est plus, comment dire, peut-être moins conciliante avec le discours officiel. C'est certain. Ouais, ouais. Alors Falendo, vous êtes d'accord avec cette analyse? Avant la réunification, on leur a pas vraiment demandé leur avis, si mes souvenirs sont bons. J'étais très jeune à l'époque, mais je me souviens que ça s'est fait très vite. Et je me souviens pas qu'il y ait eu un référendum. On leur a vendu de la prospérité rapide, mais on a oublié de leur prévenir que leur industrie soviétique serait détruite. Oui. Et voilà. Et maintenant, vous voyez une région qui a une mentalité propre, qui n'entend pas se faire imposer quelques diktats que ce soit du point de vue sociétal, et qui a des problèmes démographiques importants parce que il y a toute une génération qui a disparu, en fait. Les gens qui ont mon âge, par exemple, qui ont 45-50 ans, sont partis. Ils sont partis. Et donc, il y a un vrai problème, il y a un vrai problème démographique. Et ils entendent voilà, faire valoir leurs droits. Ouais. Ben, merci beaucoup à tous les deux, en tout cas Thibaut Giblin, Alain Falento. Retour sur ces élections allemandes et le 20% de voix pour l'AfD, c'est quand même absolument historique. Et ce sont des événements en chaîne qui vont finir de se provoquer au sein de cette Union européenne. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, en tout cas, on commence à en voir un peu le dessin. Merci encore Thibaut Giblin. Je rappelle votre livre « Pourquoi Viktor Orban joue et gagne » aux éditions Fauve. Et Alain Falento, auteur de 30 ans après Maastricht, sortir de l'Europe aux éditions Riposte Laïque, ou encore Frexit, tout va bien se passer aux éditions Résistance Républicaine. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.